Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Aron, artiste peintre et président d'association. Il a été réélu après 5 ans président de la Maison des artistes, l'association nationale des artistes des arts visuels de France. Enfin, il est aussi président de l'association française des arts plastiques. Rémi Aron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochaine exposition à Pékin, dans la galerie ici, là-bas, du quartier 798 de Pékin? Oui, bien entendu. C'est avec plaisir d'abord que je trouve en votre compagnie Mandarin TV. Et donc, cette prochaine exposition a lieu à Pékin, dans la galerie ici, là-bas, qui est tenue par une galeriste, amie, Madame Mimi Ding. Je travaille avec cette galerie depuis plusieurs années déjà et nous avons une relation très proche, amicale et professionnelle à la fois. Cette exposition va avoir lieu donc fin juin dans cette galerie avec des œuvres plutôt récentes en compagnie d'un très bon ami, Monsieur Hu, qui est l'assistant de l'Académie nationale de peinture à l'huile de Chine et qui est un peintre de belle réputation avec lequel je suis très heureux de partager cet espace parce que la galerie ici là-bas est une galerie qui prend sa place dans les relations entre la France et la Chine. Et Mimi Ding, la directrice, est très attentive à cette relation, à tous les niveaux. Et donc elle est comme un carrefour important de nos relations. Et quelles sont les œuvres que vous allez y exposer? Alors ce sont des travaux récents que j'ai envoyés en Chine. Ce sont des travaux qui ont été faits ces dernières années. Autour Sur quel thème, oui, justement? Alors, ce sont des œuvres de composition, et si vous voulez, nous en parlerons tout à l'heure, qui s'inscrivent dans ma démarche, je pourrais dire personnelle, d'artiste et de peintre. Voilà. D'accord. Alors, ce sont des compositions autour de la couleur, de l'espace et de la lumière, dans des configurations qui me sont propres et que j'essaie d'explorer. Elles sont déjà à Pékin. Hein. Elles sont déjà à Pékin. Elles sont en voie de préparation et Mimi Ding est en train de préparer le catalogue et la promotion qui correspond à cette exposition. Et donc, si j'ai bien compris, ce sera la première fois que vous les exposerez à Pékin. Ah oui, bien entendu. C'est une première. On va voir quelles seront les relations avec le public de Pékin. Et cette fois-ci, vous avez sélectionné combien d'œuvres? Oh, il y en a un certain nombre. Je ne peux pas vous dire exactement, mais il y en a plusieurs dizaines, dont de grands formats aussi. Voilà, ce sera une exposition assez représentative. Et après, donc, les œuvres vont rester là-bas ou bien vous allez faire une autre exposition dans la foulée de celle-ci? Alors, en ce moment, en Chine, il y a plusieurs expositions qui sont en cours. Celle-là est une exposition plutôt personnelle, même si je la partage avec un très bon ami, un très bon artiste chinois. Et c'est bien de faire les choses dans cet esprit du partage entre la Chine et entre les artistes de Chine et les artistes de France. Voilà. Parce que ça fait partie de mon centre de travail depuis bientôt 20 ans maintenant. On va y revenir. On y reviendra tout à l'heure. Mais en ce moment vient de se terminer une grande exposition au musée ouest de Suzhou. Une musée ouest de Suzhou, une grande exposition qui a eu un beau retentissement d'ailleurs, puisqu'il y a eu, malgré le Covid, puisqu'elle a débuté pendant la période des restrictions sanitaires. C'est-à-dire à peu près vers quelle période? C'est-à-dire qu'elle s'est terminée fin février. Fin février, oui. C'était pendant les restrictions sanitaires. Et malgré cela, il y a eu plus de 70 000 visiteurs par mois. Incroyable. C'est-à-dire qu'elle a eu une exposition physique. Alors une exposition qui a été organisée par la FAP, l'Association française des arts plastiques, que je préside,
Et Madame Yi Brody, qui est à la tête d'une organisation en Chine qui nous a beaucoup aidé dans l'élaboration de cette exposition. Elle a rassemblé 10 artistes français autour de les aventures de la couleur dans le monde de l'art contemporain en France. Et ces 10 artistes sont tout à fait représentatifs de ce qui peut être une tradition renouvelée par une expression colorée, très, très joyeuse et très libre. Et c'est une exposition qui a eu énormément de succès. Et donc, les œuvres de ces 10 artistes, d'ailleurs, vous pouvez regarder le catalogue sur le site de la FAP, de l'Association française des arts plastiques. On y voit le catalogue et même des photos de cette exposition et de l'accrochage. Très bel accrochage, une grande réussite. Et donc, les œuvres restent en Chine, sont exposées pour partie d'entre elles dans une exposition actuellement jusqu'à la fin du mois de juin, dans ce musée qui est le Centre international d'art et d'échange de l'artisanat de Shaojing, à Suzhou. Et puis, cette exposition, dans son intégralité, va être présentée ensuite dans un autre musée, à partir du début du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de novembre. Toujours à Suzhou au musée de la baie de Suzhou, qui est un magnifique musée du district de Wujiang, à Suzhou même. Et cette exposition va être l'occasion d'une invitation qui va être faite à ces 10 artistes pour venir participer à la 5e édition du Grand Forum sino-français qui doit se tenir à Suzhou du 12 au 15 novembre prochain. Vous allez y aller, j'imagine. Et bien entendu, j'irai avec un grand plaisir et j'espère que ces 10 artistes pourront m'accompagner suivant les possibilités de chacun. Et donc nous participerons à ce colloque et c'est une perspective qui me réjouit beaucoup. Bien sûr. Il paraît que c'est vous qui avez organisé cette exposition au musée de Suzhou en tant que commissaire général. Oui, commissaire général, c'est-à-dire que j'ai aidé à ce que ressortent sur ces 10 peintres qui sont représentatifs et qui ont bien voulu participer à cette aventure, parce qu'ils ont confié leur peinture pendant 1 an, ce qui n'était pas rien. Et donc nous les avons pris en charge et elles sont exposées. Donc c'est ces 10 peintres qui ont participé à cette aventure de relations entre la France et la Chine et autour de cette exposition de la couleur. Voilà, donc c'est une très belle opération. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que, comme vous le savez, depuis 20 ans, et nous reviendrons sur cette question, je pense que les relations entre les artistes de France et de Chine est quelque chose d'essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Vous savez, en arrivant en Chine, j'ai immédiatement été séduit, un coup de foudre incroyable, parce que j'ai compris que la Chine, c'était le grand pays de la peinture. Si vous voulez, la peinture est à un niveau, tout à fait juste, d'ailleurs. Est à un niveau supérieur en Chine, puisque la tradition chinoise, qui est la société toujours chinoise, considère la peinture comme le média essentiel des relations entre l'homme, la nature et donc le monde. Ça a presque un caractère sacré. Et donc le peintre est d'une certaine façon, je ne suis pas spécialement compétent dans la philosophie profonde chinoise, mais je me rends bien compte que la peinture est un médium du transport de la spiritualité entre la nature et l'humanité. Et la peinture est considérée en Chine comme un véhicule majeur. Et donc, cette séduction a été immédiate parce que
à tous les niveaux. Vous l'avez tout de suite compris, en fait. À tout de suite. Ça a été oui. un coup de foudre immédiat. Ouais. Et puis, ce qui a été aussi déterminant pour moi, c'est que j'ai vu des peintres partout qui dirigeaient toutes les institutions. Ce sont à tous les niveaux de la société chinoise, dans les musées, dans les écoles d'art, bien sûr les associations d'artistes, en fait, des peintres professionnels qui dirigent ces institutions. Alors, ce n'est pas le cas en France ? Ah, mais en France, c'est tout à fait... Par exemple, vous dirigez l'association la Maison des Artistes. Alors, la Maison des Artistes est une très grande association. C'est l'association majeure qui représente les artistes des arts visuels. Mais ses habitudes institutionnelles et les habitudes institutionnelles en France, je ne vais pas ici... aborder ces questions qui sont d'ordre, je dirais presque national, hein, mais la représentativité des artistes professionnels n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que en Chine, on a l'impression que à chaque degré de l'institution, ce sont toujours des artistes ou des gens qui peignent, qui sont formés au regard sur la nature, au regard sur les choses, à la tradition de la peinture, qui dirige ces institutions. Donc, pour moi, même si je ne parle pas chinois et que j'ai quelquefois des relations profondément amicales avec des artistes, sans parler ni anglais ni chinois, parce que la relation se fait par la peinture et par ce dialogue de cette discipline, de ces disciplines qui sont tout à fait particulières, qui sont celles de la peinture. C'est un vecteur de communication. Hein. De connivence. C'est ça. De connivence du regard, parce qu'on sait qu'on est des professionnels et on sait qu'on peut avoir, même par un geste, par un sourire, savoir ce qui convient, ce qui ne convient pas, voir où sont les choses. Et donc, en Chine, j'ai tout de suite ressenti ça. Et donc, à tous les niveaux, on trouve des professionnels qui ont un regard sur la peinture. Et ça, c'est essentiel. C'était extrêmement essentiel. Et puis, je pourrais aborder un des autres dada qui m'occupe beaucoup, c'est la question des transmissions. En Chine, à tous les niveaux, on trouve des écoles des beaux-arts, des écoles d'art, et on voit que les élèves, avec leurs professeurs, sont formés, sont initiés plus exactement aux choses du regard, aux choses du dessin, de la peinture, au regard d'après nature. Et donc ces artistes en Chine sont tous très attentifs à ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, aussi bien en ce qui concerne la peinture chinoise que la peinture occidentale, parce que la peinture, on va appeler ça la peinture à l'huile, se développe largement en Chine. Elle se développe énormément en parallèle de la peinture chinoise. Si vous voulez, si on se comprend bien, la peinture chinoise, c'est la peinture, disons, traditionnelle de l'encre sur papier. C'est ça. Et la peinture, on peut dire occidentale, sont des techniques qui sont issues de la peinture à l'huile. C'est-à-dire que la peinture chinoise travaille dans une réserve de la lumière avec l'encre, tandis que la peinture à l'huile, pour simplifier, apporte de la pâte sur une surface pour y donner de la lumière. Hein, voilà. En gros, hein, c'est ça. Et donc ces deux traditions sont aussi vivantes en Chine. Nous, on s'est beaucoup laissé faire, si on ose dire, en Occident, par une espèce de conceptualisation des choses de la plastique, des choses de l'art. C'est une dérive qui s'est faite à partir de la guerre de 14, hein, de Duchamp. Il y a l'art conceptuel qui a pris beaucoup de place dans toutes les expressions artistiques. Je ne veux pas critiquer les artistes qui font ces choix, mais globalement, il est très préjudiciable que cette direction purement conceptuelle, c'est-à-dire issue de Duchamp, hein, du porte-bouteille,
ou de la Vespasienne, si on peut dire, ou de La Fontaine, qui a fait dire que tout est art et que si je décide que c'est de l'art, c'est de l'art. Donc c'est une façon, c'est un égotisme, si on peut dire, qui a sévi et qui continue à sévir énormément dans les apprentissages, je pourrais même dire, des arts en Occident. En Chine, les apprentissages restent très structurés. Et ce qui fait qu'on a des dialogues très faciles avec les artistes chinois. Ben, en fait, vous êtes en train de rendre un bel hommage à la peinture chinoise et aux artistes peintres chinois, non? Ah, mais je vais vous dire sans forcer trop mon propos, je peux le dire publiquement, puisque nous sommes à la télévision, que je continue à penser que la Chine est probablement le pays de la Renaissance. Hein. Elle a acquis une réalité économique incontestable en 30 ans, c'est un miracle fabuleux. Elle conserve, et elle conserve vivantes les grandes traditions de la peinture chinoise et même de la peinture occidentale. Elle a donc des artistes très bien formés. Et donc la créativité est ouverte à elle. Et donc probablement l'art du XXIe siècle et la Renaissance passera par l'expression des artistes chinois. Et alors j'espère que les artistes occidentaux vont y participer aussi. Et c'est dans ce dialogue que l'on va pouvoir construire l'art de demain. Et grâce à des artistes comme vous, qui jouent un rôle essentiel d'intermédiaire. Et puisque vous avez une connaissance intime du monde pictural chinois, et j'aimerais bien que vous reveniez sur votre relation avec la Chine depuis, on va dire, près de 20 ans, en tant que membre chercheur de l'Académie nationale de peinture de Chine. Ah oui, cette relation à l'Académie nationale de peinture de Chine est importante depuis longtemps, puisque nous avions été adoubés 5 ou 6 artistes dont malheureusement nombreux sont décédés, si on peut dire, mais nous avions été adoubés à l'Académie nationale de peinture de Chine et fait membre chercheur, donc c'est un honneur qu'on a accepté, qu'on essaie de faire vivre. Et aussi, nous sommes très proches, et je suis très proche, de l'Académie nationale de peinture à l'huile de Chine, qui sont des institutions magnifiques, qui viennent en plus des grandes écoles des beaux-arts, des grandes associations en Chine, donner un terreau vivant à la création plastique en Chine. Donc, je pourrais vous parler de toutes les villes dans lesquelles je me suis rendu, parce que la Chine est en même temps un pays de miracle économique, et en même temps un pays qui a su et qui aime profondément la nature. On pourrait parler des montagnes jaunes, on pourrait parler des grandes réserves naturelles de Chine. C'est vraiment des pays magnifiques où la nature est vénérée dans sa qualité propre. Parce que la nature en Chine, ça représente quelque chose de fondamental dans l'esprit de la pensée chinoise. C'est pour ça que la peinture est très vivante. Si vous voulez, les peintres chinois n'ont jamais pensé copier littéralement la nature d'une façon photographique, comme on a pu le faire quelquefois en Occident. Ça n'a jamais été... la peinture chinoise a toujours été assez poétique et a toujours représenté l'humanité à sa place devant la nature. Puisqu'on parle de nature, est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche
dans la peinture entre la nature et la composition alors? Voilà, là je vais donc, si vous voulez me poser cette question, changer de casquette. Parce que, vous savez, quand on est peintre, j'ai toujours pensé qu'on avait 3 casquettes. On a d'abord la cohérence de la pensée par rapport à son travail personnel, à son désir, à son œuvre. Ça, c'est la partie fondamentale, c'est-à-dire qu'on est entre son initiation, son œuvre, on essaie de créer sa vie, sa vie de peintre, et ça c'est fondamental. Mais ensuite, on a un devoir vis-à-vis de l'enseignement, c'est-à-dire de la transmission, oui. Et on a un devoir peut-être vis-à-vis de ses pairs, c'est-à-dire des artistes dans les associations, dans la vie sociale, dans la vie des arts. Ce sont 3 casquettes différentes. Donc la question que vous me posez, c'est par rapport à mon propre travail. Donc je vais essayer de... C'est une démarche individuelle, on va dire. Simplement de vous parler un peu de moi, donc de moi en tant que peintre. Ouais. J'ai commencé à peindre très jeune, enfin très jeune, autour de l'adolescence. Et puis je suis entré aux Beaux-Arts et je suis sorti des Beaux-Arts en 72 à 20 ans en ayant l'impression, vous savez c'était la suite de 68, en ayant l'impression de n'avoir rien appris, j'avais rien appris. Donc j'ai commencé à travailler, j'étais même à la Cité des Arts et heureusement j'ai été poussé par un désir d'essayer d'apprendre, de trouver des clés, parce que moi-même, je lisais des livres, je lisais un peu André Lode, j'essayais de dessiner d'après nature, mais je me rendais bien compte qu'il me manquait beaucoup de choses. Et donc, je traînais dans les ateliers et j'ai écouté un homme qui corrigeait les dessins. Il s'appelait Roger Plein. Et c'est un sculpteur, élève de Svoboda, qui d'ailleurs n'avait pas une place très éminente aux Beaux-Arts, il corrigeait au cours Yvon, mais ça a été pour moi un très très grand maître. Et d'ailleurs c'était un très grand maître parce qu'il a formé un grand nombre d'élèves et il leur a ouvert des voies insoupçonnées. Et grâce à lui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai abandonné la peinture, je me suis mis à dessiner, 9 heures par jour, tout. Les natures mortes, les modèles vivants, les personnages, les animaux, les paysages, enfin. Il y avait un programme très très établi. Et à son contact, pendant près de 10 ans, j'ai beaucoup dessiné et puis je me suis remis à peindre en fréquentant l'atelier de Jean Berthold. Mais Roger Plein, comme artiste et comme initiateur, comme maître, a été fondamental. Donc, j'ai beaucoup copié les gravures, je les ai copiées à l'envers, à l'endroit. J'ai cherché, grâce à son initiation, qui était plutôt des suggestions, à comprendre qu'on n'est pas là pour faire du dessin. Alors, on n'est pas là pour faire des dessins, on n'est pas là pour faire des images, on n'est pas là pour faire des peintures, on est là pour faire du dessin, c'est-à-dire qu'on se forme soi-même tout en apprenant à décrypter la réalité. Et on essaie de décrypter la réalité, c'est-à-dire l'espace, la lumière, à comprendre ce qui se passe autour de soi. Et c'est pour ça que la nature est un dictionnaire, un dictionnaire de possibles. Et donc, entre son désir, le désir qui ne m'a jamais quitté depuis l'adolescence, de peindre, et en même temps les apprentissages, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se passe autour de soi dans le monde par le regard, et en même temps les limites du format, parce que le peintre est limité par son format. Et son format est en même temps une limite, non pas une limite comme le croient, je pense, des artistes contemporains, qu'il faut casser les limites. Moi, je pense qu'il faut les transcender, c'est-à-dire leur donner du sens, leur donner de la vie, et les transcender, leur donner
une présence spirituelle. Tout ce qui est du domaine, si on peut dire, des choses humaines, s'établissent dans des limites. Si on n'établit pas les limites, on n'a plus la perception des proportions, on n'a plus la perception de l'harmonie. L'harmonie, elle se crée dans des limites, et on peut même dire que l'écologie mondiale doit prendre comme limite les limites de la Terre. C'est parce que si on prend les limites de la Terre et les limites des possibles, on va commencer à pouvoir structurer une compréhension des choses harmonieuses. Et donc, grâce à Roger Plein et à ce chemin qu'il nous a donné, ce chemin des maîtres, de la lecture des écrits de maîtres et de la nature, j'ai pu essayer comment pourrais-je dire, de fabriquer ma compréhension de la vie. Et je continue à la fabriquer tous les matins. Mais je ne sais pas quel est le résultat. Le résultat peut-être qui n'intéresse personne. Peut-être que le résultat n'a aucun intérêt. Mais je dis ça, c'est quelque chose que je pense vraiment. Mon désir reste entier de peindre, d'essayer de rapprocher ma conviction, mon credo d'artiste, et de le rapprocher dans un état qui est celui de l'aventure. De plus en plus, je travaille assez peu d'après-nature aujourd'hui, dans toute cette exposition. Justement. Ce sont des œuvres de, comment pourrais-je dire, de composition, puisque je pars actuellement, je pars de rien. Je pars de ma toile et de la couleur, et je la laisse advenir. Mais je la laisse advenir jusqu'à ce qu'elle ait une respiration dans laquelle je me trouve bien. Et je suis un moment en état d'harmonie avec le monde. En fait, voilà. Vous vivez la peinture. Ben, c'est ma vie. Et donc, je vis la peinture. Vous la vivez, en fait. Et je ne cherche pas à faire des images, quoi. Je ne cherche pas à faire des choses qui soient ni figuratives ni abstraites. C'est une aventure que je vis pleinement. Est-ce que vos pères français ou chinois partagent la même démarche, ou alors c'est vraiment quelque chose de très spécifique à Rémi Aron? Écoutez, je ne sais pas, j'ai essayé de donner ce goût de la peinture à mes élèves, puisque j'ai été enseignant pendant 30 ans, et c'est vrai que ce que je peux vous dire et ce que j'essaie de vous transmettre à vous aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on ne peut pas dire habituellement, parce qu'on ne peut le dire que dans un atelier avec ses élèves où on parle librement, parce que quand on est avec ses élèves, on ne joue pas un rôle, on essaie de leur faire passer ses propres convictions et sa propre énergie, celle que l'on ressent soi-même. Alors, dans un atelier, il y a des dialogues qui se font comme ça, et quelquefois avec d'autres artistes. Mais c'est plus rare, parce que c'est très compliqué de faire passer ces choses-là. Vous savez, c'est beaucoup trop personnel, peut-être. Je parlais du credo, je parlais des limites, je parlais de la passion, par exemple, de ma passion pour les gravures de Rembrandt, de ma passion pour Cézanne et pour la tâche, parce que Cézanne, il a structuré son tableau avec des tâches. Ce sont des tâches qui, comme des briques posées juste, qui structurent le tableau. Et puis Van Gogh qui est un compositeur admirable, qui a introduit en plus la force de l'éclat coloré et de la lumière dans la structuration du tableau. Mais tout ça, ce sont des questions qui sont d'aujourd'hui, si vous voulez. Il faut faire bien attention. La tradition, si on regarde Delacroix, Tintoret, Rembrandt ou tous les autres qu'on aime, c'est pas parce qu'ils sont anciens, c'est parce qu'ils vous parlent d'aujourd'hui. Et ils vous donnent des renseignements sur ce que vous êtes aujourd'hui comme peintre. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas
de provoquer une rupture entre l'art ancien et l'art d'aujourd'hui. Ces grands artistes vous aident à comprendre le monde et à vous comprendre vous-même. Et donc c'est en étant en filiation spirituelle avec eux qu'on peut concevoir, je pense, une vraie modernité. Et que la peinture reste un média totalement moderne parce qu'il est d'aujourd'hui et parce qu'on en a besoin.